Marc Aurèle est sans doute l'un des rares hommes à avoir régné sur un empire tout en cherchant à se gouverner lui-même. Empereur romain du IIe siècle, il incarne l'union rare entre le pouvoir absolu et la sagesse intérieure. Souvent présenté comme le philosophe roi par excellence, il est aujourd'hui encore une figure emblématique du stoïcisme. Bien qu'il ne soit pas l'inventeur de cette philosophie, il en a été l'un des plus fidèles pratiquants. Ses pensées pour moi-même, écrites dans la solitude des camps militaires, sont un témoignage unique d'un homme qui s'efforce de rester vertueux face à l'adversité. Dans cet article, nous allons explorer sa vie, ses combats, sa pensée et sa fin, pour comprendre comment Marc Aurèle est devenu un modèle intemporel de discipline, de justice et de sérénité. Marc Aurèle est né à Rome le 26 avril de l'an 121, dans une famille noble et influente. Son nom complet à la naissance était Marcus Annius Verus. Orphelin de père très jeune, il est élevé par sa mère, Domitia Lucilla, et son grand-père. Dès l'enfance, il montre un tempérament grave, réfléchi, presque austère. Très tôt, on lui donne le surnom de Verissimus, le plus véridique, tant sa droiture impressionne ceux qui l'entourent. Son éducation est d'une richesse exceptionnelle. Il reçoit une formation rigoureuse en littérature grecque et latine, en rhétorique, en droit, en musique et en philosophie. Mais c'est la philosophie stoïcienne qui le marque profondément. À l'âge de 12 ans, il adopte déjà un mode de vie simple, dormant à même le sol, portant une tunique grossière. Il lit Épictète, Sénèque, Zénon de Kition. Il cherche à vivre selon la nature, à cultiver la vertu plutôt que les plaisirs, à se libérer des passions. Ce stoïcisme qu'il découvre n'est pas une doctrine abstraite, c'est un mode de vie. Marc apprend que l'homme n'a de pouvoir que sur ses pensées, ses intentions, ses actions. Tout le reste lui échappe. Il apprend à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Il comprend que la vraie liberté est intérieure et que le bonheur ne se trouve ni dans la richesse ni dans la gloire, mais dans la paix de l'âme. Parmi ses professeurs, on trouve Junius Rusticus, qui joue un rôle déterminant dans sa formation. C'est lui qui lui offre les entretiens d'Épictète, qui resteront une référence pour Marc toute sa vie. Il apprend aussi auprès de philosophes stoïciens comme Apollonius de Chalcédoine ou encore Sextus de Chéronée. Mais Marc Aurèle ne se contente pas d'apprendre la philosophie. Il la met en pratique chaque jour, dans son comportement, dans ses décisions, dans sa façon d'être avec les autres. Sa vie bascule lorsque l'empereur Hadrien, sans héritier direct, choisit d'adopter Antonin, un sénateur sage et respecté, à condition qu'il adopte à son tour Marc Aurèle. Ce dernier devient alors héritier de l'Empire. Il a 17 ans. Il entre dans un monde de pouvoir, de responsabilité, de jeux politiques. Mais il n'abandonne jamais ses principes. Bien au contraire, il les renforce. Durant les années suivantes, Marc se prépare avec sérieux à ses futures fonctions. Il accompagne Antonin le Pieux dans toutes ses tâches, apprend à gouverner, à arbitrer, à écouter. Il refuse les privilèges inutiles, fuit les excès de la cour impériale, continue à vivre avec sobriété. À cette époque, il épouse Faustine, la fille d'Antonin, avec qui il aura plusieurs enfants, dont le futur empereur Commode. Le contraste entre son environnement, le faste impérial, les intrigues du Sénat, les tentations du pouvoir et ses valeurs personnelles est frappant. Mais Marc Aurèle tient bon. Il écrit déjà des réflexions personnelles, comme des rappels à l'ordre, pour se recentrer, garder la maîtrise de lui-même, se souvenir de ce qu'il veut incarner. Ce qui frappe dans cette période de formation, c'est la cohérence entre ses idées et ses actes. Il ne se contente pas de croire à la vertu. Il essaie de la pratiquer en toutes circonstances. Il ne fuit pas la réalité du monde, mais il refuse de s'y perdre. Pour lui, être philosophe ne signifie pas fuir la vie politique, mais l'assumer avec sagesse. Gouverner est une charge sacrée, un service, une épreuve pour l'âme. Ainsi,
Avant même d'accéder au trône, Marc Aurèle est déjà, dans les faits, un empereur stoïcien. Il incarne une philosophie de la maîtrise, du devoir et de la lucidité. Et c'est cette base solide qui lui permettra d'affronter plus tard les tempêtes de son règne avec un calme presque surnaturel. En 161, à la mort d'Antonin le Pieux, Marc Aurèle accède au pouvoir. Fidèle à sa vision du devoir, il refuse de régner seul et associe immédiatement son frère adoptif, Lucius Verus, au trône. C'est une décision rare dans l'histoire de l'Empire romain, motivée par son sens profond de la justice et de la collaboration. Ensemble, ils gouvernent un empire immense, à son apogée géographique, mais au bord de nombreuses crises. Dès le début de son règne, Marc Aurèle est confronté à une série de défis majeurs. Des guerres aux frontières, des famines, des catastrophes naturelles et surtout une terrible épidémie de peste, probablement la variole, qui décime la population romaine. C'est dans ce climat d'incertitude et de chaos que sa philosophie prend tout son sens. Plutôt que de se plaindre du destin, Marc Aurèle applique rigoureusement les principes stoïciens. Accepter ce qui ne dépend pas de soi, agir avec raison, rester fidèle à la vertu en toutes circonstances. Il continue d'écrire pour lui-même, chaque soir, des pensées personnelles qui l'aident à garder son cap intérieur. Ses écrits, connus aujourd'hui sous le nom de Pensées pour moi-même, sont autant de méditations sur la mort, la souffrance, le pouvoir, la nature humaine. Il y écrit par exemple « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. » Sur le plan militaire, Marc Aurèle est un empereur actif. Lorsque les Parthes envahissent les territoires romains à l'est, il envoie Lucius Verus diriger les opérations, avec succès. Mais la guerre rapporte aussi la peste, ramenée par les légions. Elle se répand dans tout l'Empire, affaiblissant Rome de l'intérieur. Puis vient une autre menace. Les tribus germaniques franchissent le Danube et attaquent les frontières nord de l'Empire. Marc Aurèle, malgré sa nature contemplative, prend la tête de ses armées. Pendant plus d'une décennie, il passe une grande partie de sa vie sur les fronts du Nord, menant campagne dans des conditions extrêmes. C'est là, dans le froid et l'isolement, qu'il écrit une grande partie de ses pensées. Ce contraste entre la guerre et la sagesse, entre le tumulte du monde et la recherche intérieure, donne toute sa profondeur au personnage. Il ne fuit pas la dureté de l'existence. Il l'affronte avec calme, sans illusion, avec une détermination tranquille. Sa vie personnelle, elle aussi, est marquée par la douleur. Il perd plusieurs enfants en bas âge. Il supporte les rumeurs et les critiques, notamment concernant sa femme Faustine, accusée à tort d'infidélité. Il affronte tout cela sans amertume. Il écrit « Tu peux supporter ce que la nature de l'homme peut supporter. Si un homme a pu le faire, tu le peux aussi. » Marc Aurèle n'est pas un philosophe de salon. Il est un homme plongé dans l'action, soumis aux pires épreuves, mais qui choisit la droiture plutôt que la facilité, le calme plutôt que la panique, la responsabilité plutôt que le cynisme. Il cherche constamment à être un meilleur homme et non un homme applaudi. Il gouverne pour servir, non pour se glorifier. Il tente de vivre en accord avec lui-même, de ne jamais se trahir, de faire ce qu'il faut, même lorsque personne ne regarde. À travers lui, le stoïcisme cesse d'être une philosophie abstraite pour devenir une véritable voie de vie, une boussole dans la tempête. À mesure que les années passent, Marc Aurèle s'use physiquement. Son corps souffre de la rigueur des campagnes militaires, des veilles incessantes et des deuils accumulés. Mais son esprit, lui, reste lucide et concentré. Il continue d'écrire, de méditer, de chercher à se corriger.
Il n'a jamais prétendu être un sage parfait. Dans ses pensées, il se reproche souvent ses colères, ses faiblesses, ses attachements. Il se traite avec exigence, mais sans haine. En 175, une révolte éclate menée par le général Avidius Cassius, qui se proclame empereur en Orient en croyant Marc Aurèle mort. L'usurpation est brève et Cassius est assassiné par ses propres soldats. Marc Aurèle, fidèle à sa philosophie, choisit pourtant de ne pas punir les proches du traître. Il préfère le pardon à la vengeance. Cet épisode marque profondément les contemporains. Un empereur qui pardonne, au lieu de faire couler le sang, est une rareté dans l'histoire romaine. Vers la fin de sa vie, Marc Aurèle prépare l'avenir de l'Empire. Il commet cependant une erreur que l'histoire ne lui pardonnera pas. Il désigne son propre fils, Commode, comme successeur. Commode est l'opposé de son père, capricieux, cruel, autoritaire. Beaucoup pensent que Marc Aurèle, s'il avait suivi ses principes jusqu'au bout, aurait choisi un homme plus vertueux. Mais la pression dynastique, l'amour paternel et les jeux politiques ont pesé lourd. C'est sans doute la plus grande faille de son règne. En 180, lors d'une nouvelle campagne militaire dans les plaines de Pannonie, actuelle Hongrie, Marc Aurèle tombe gravement malade. Il comprend que la fin est proche. Selon les récits, il demande à ses proches de ne pas retarder sa mort inutilement, de ne pas le distraire avec des illusions. Il souhaite partir dans la dignité et le silence. Il meurt le 17 mars 180, à l'âge de 58 ans. Ses dernières pensées, bien qu'elles ne soient pas connues avec certitude, semblent avoir été empreintes de gratitude et de calme. Il avait vécu en homme libre, en philosophe, en serviteur du bien commun. Il avait affronté les épreuves sans se plaindre. Il avait tenté, du mieux qu'il pouvait, de vivre selon la nature, selon la raison, selon la vertu. Après sa mort, il fut divinisé par le Sénat, comme le voulait la tradition romaine. Mais ce sont surtout ses pensées qui assurèrent sa postérité. Ce recueil, écrit pour lui-même sans intention de publication, est devenu un trésor de sagesse universelle. Il y parle de l'âme, de la mort, de l'acceptation, du détachement, de la bienveillance, avec une simplicité et une honnêteté bouleversantes. Marc Aurèle n'a pas inventé le stoïcisme. Cette école de pensée est née plusieurs siècles avant lui, en Grèce, avec Zénon de Kition, puis développée par Sénèque et Épictète. Mais il lui a donné un visage, une voix, une incarnation. Il a montré que l'on peut être à la fois chef d'un empire et élève de la vertu, que le pouvoir ne doit pas corrompre l'âme, que la grandeur véritable est intérieure. Aujourd'hui encore, dans un monde agité par l'incertitude et l'anxiété, ces mots résonnent avec une incroyable modernité. Ils nous rappellent que la paix ne se trouve pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. L'exemple silencieux de Marc Aurèle. Marc Aurèle n'était ni un conquérant assoiffé de pouvoir, ni un philosophe détaché du monde. Il fut un homme en équilibre constant entre l'action et la réflexion, le tumulte du monde et la paix intérieure. Il n'a pas cherché la gloire, mais la justesse. Il n'a pas fui les épreuves, mais les a accueillies avec calme. Son règne fut difficile, mais sa vie intérieure resta droite. Aujourd'hui, ses pensées nous offrent un guide intemporel. Elles nous enseignent à rester lucides face à l'adversité, à vivre selon nos valeurs, à cultiver la sérénité même au cœur du chaos. Marc Aurèle nous rappelle que la grandeur n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on maîtrise, soi-même.